Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Nicolas Yutzet. Vous avez écrit un livre très provocateur qui s'appelle La Suisse n'existe plus, qui est sorti aux éditions Slatkin. Bonjour Nicolas Yutzet. Bonjour, merci pour l'invitation. De rien, c'est avec plaisir. On va parler de votre livre. Alors, la plupart de l'audience sait que je suis franco-suisse, donc ça va aider un petit peu dans la clarification de certaines choses, mais ça va être aussi le côté intéressant. La première question que je vais vous poser, Nicolas, je sais que vous avez une origine, je dirais, classe moyenne. Votre papa était agriculteur. Vous avez fait un apprentissage dans le commerce au départ. J'ai vu que vous avez eu bénéficié de, de- du gros avantage de la Suisse de pouvoir faire des passerelles et ensuite faire des études supérieures. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et c'est ce qui malheureusement manque aussi à la France. Est-ce que vous pourriez vous présenter, Nicolas, en quelques mots? Pourquoi vous avez déjà aussi écrit ce livre? Je sais que vous êtes impliqué à l'Institut libéral comme chargé de projet. Quelle est l'idée que vous aviez derrière l'écriture de ce livre? Mhm. Alors effectivement, donc j'ai 29 ans, je viens de Suisse romande, mais de parents suisse-allemands, donc on a toujours parlé deux langues à la maison. Et déjà comme enfant, j'étais assez imprégné par l'idée de la liberté, de pouvoir et de devoir aussi être différent. Ça m'a toujours un peu attiré. Et là, la genèse de ce livre, c'est évidemment mes différentes activités dans des environnements libéraux, que ce soit comme vice-directeur à l'Institut libéral ou via une chaîne YouTube qu'on avait créée dans le passé qui s'appelle Liberté, Liber-T comme la boisson qu'on boit, pardon, où on publiait des interviews avec des personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la liberté. Donc la thématique m'intéressait beaucoup et j'ai vécu un an à Paris. Et quand on est à l'étranger, j'imagine que peut-être une partie de vos auditeurs ou téléspectateurs ont vécu la même chose. On raconte beaucoup son propre pays, donc les autres nous posent des questions. Pourquoi est-ce que la Suisse fait certaines choses mieux? Pourquoi une partie des Français souhaitent habiter en Suisse? Enfin, plein de questions ouvertes. Et du coup, on devient un peu un porte-parole de son pays. Et j'ai remarqué au fil du temps que l'histoire que je racontais, elle correspondait un peu aux clichés qu'on avait de la Suisse, mais qu'elle correspondait plus forcément à la réalité. Donc, celle d'une Suisse décentralisée, celle d'une Suisse où les politiciens sont plus proches de la population, où l'État est un peu moins actif qu'ailleurs, alors que quand on regarde la dynamique dans les faits, dans les chiffres, c'est plus tellement vrai. Donc la Suisse se rapproche beaucoup de ce qui se fait en France et en Allemagne, alors qu'une grande partie de la réussite suisse, c'est qu'on va moins vite dans la mauvaise direction et que j'ai l'impression qu'on se rapproche beaucoup plus de modèles qui ont pas que des jolis côtés autour de nous. Et c'était un peu ça qui m'a d'abord effrayé et ensuite motivé à écrire un livre sur l'histoire de la Suisse et où est-ce qu'on en est et comment est-ce qu'on peut faire pour que on puisse éviter une partie des erreurs qui ont été faites ailleurs. Alors, votre livre parle de passablement deux choses. La colonne vertébrale, c'est quand même la professionnalisation de la politique suisse. On sait que le système politique de la Confédération, initialement, ça a toujours été un système politique de milice. Est-ce que vous pouvez expliquer, Nicolas, à nos auditeurs concrètement ce que veut dire le système de milice, sachant que ce mot-là, milice, c'est un petit peu inquiétant dans un contexte français finalement. Absolument, c'est toujours difficile à comprendre de l'étranger, mais en Suisse, on perçoit ou on voit l'État comme étant d'abord construit par l'ensemble des citoyens. Donc c'est milice, ça veut simplement dire que chacun s'engage sur son temps libre pour le pays et on peut le faire soit à l'armée, notamment l'armée est une armée de non-professionnels en Suisse, donc c'est une armée de conscrits où chacun a ensuite son arme à la maison. Donc là, c'est une partie des gens, ici la population masculine, qui donne de son temps pour la nation. Et au niveau politique, que ce soit au niveau cantonal, communal ou même fédéral, on est toujours parti du principe que la politique était une activité à côté de notre vraie vie et que ce n'était pas une vocation. Donc c'était plus un engagement pour la collectivité et pour que le pays reste en place, mais qu'on fait tout ça à côté de nos vraies activités. Et on retrouve ça dans plein de métiers où des gens engagent une partie de leur temps libre pour que la communauté vive bien, sans que ce soit des gens professionnels payés à 100%. Et c'est une manière un peu de diviser la responsabilité collective sur chaque épaule pour que chacun se sente responsable, plutôt que déléguer l'ensemble des tâches à des politiciens professionnels, à des, à des personnes payées par l'État, etc. Donc c'est un peu l'état d'esprit de la Suisse historique, de dire que c'est vraiment chaque individu qui doit prendre une partie de son temps libre pour
que la nation tourne. Alors, effectivement, c'est un système qui est fondamentalement très différent de la France, où on a affaire à des professionnels qui cherchent avant tout à être élus et qui sont, entre guillemets, déconnectés de la réalité et du peuple. Alors, on va rentrer évidemment plus en détail sur ce que vous mentionnez dans ce livre. Donc, pour des Français, ça peut être un petit peu difficile à comprendre que, en fait, l'Assemblée fédérale, donc le Conseil national, euh, se, se rencontre 4 fois par an pour des séances pas de 3 semaines, je crois, où là, en fait, ils organisent le calendrier. Donc, il n'y a pas ils ne siègent pas en permanence, c'est bien ça? Exactement. Alors, à la base, c'est vraiment prévu que quelqu'un soit d'abord avocat, d'abord agriculteur et ensuite politicien. Et c'est pour ça qu'on a des sessions qui sont 4 fois par année avec 3 semaines bloquées, mais que sinon, le reste du temps, ils ont parfois du travail en commission, mais qu'en théorie, on peut séparer les deux mondes. Donc, en théorie, toujours, dans l'histoire suisse, les politiciens ont toujours d'abord eu un métier dans le privé et ensuite, grâce à ça ou malgré ça, ils ont réussi à s'engager en politique. Et aujourd'hui, c'est en train de s'inverser. Donc, on a de plus en plus de cas qui ressemblent aux pays qui nous entourent, donc des gens qui vont directement en politique après les études, sans avoir du coup ce transfert entre le savoir qu'on peut amonceler dans une carrière privée, qu'on peut prendre avec en politique. Donc là, il y a souvent un transfert maintenant entre fin des études directement en politique et beaucoup de gens qui font de la politique à 100%, donc qui font plus rien à côté et qui n'ont donc plus cette expérience, soit d'avoir géré des personnes, soit d'avoir une entreprise familiale, soit d'avoir une exploitation agricole. Donc il y a une sorte de séparation entre les deux mondes où on voit émerger ce qu'on appelle dans notre pays une classe politique. Alors justement, ce qui m'a surpris assez rapidement dans le livre, page 62, vous mentionnez le mot élite et vous faites référence à comprendre comme un groupe de personnes ayant dans une société une place importante. En fait, le mot élite, le sens du mot élite au sens du XIIe siècle, sont les meilleurs dans leur domaine. C'est-à-dire, Mhm. par exemple, l'élite des boulangers, l'élite des forgerons, l'élite dans n'importe quel type d'activité. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'on a les meilleurs dans leur domaine, justement, aux responsabilités au Conseil national, au Conseil des États et dans les cantons et les communes aujourd'hui en Suisse? Euh, alors la différenciation est effectivement importante et je pense pas tout simplement parce que les incitatifs sont pas les meilleurs. Si dans le passé c'était avant tout des gens qui avaient d'abord une carrière dans le privé et du coup un bilan qui était élu à la fin aussi dans l'exécutif de la nation, c'est qu'ils avaient déjà prouvé quelque chose, donc par nature ils faisaient plutôt partie de l'élite au sens traditionnel de la chose, tandis qu'aujourd'hui on a par exemple un exécutif en Suisse, donc on n'a pas un seul président, on a une division de la responsabilité entre 7 personnes, et c'est un collège qui est assez peu charismatique et qui a de la peine à imprimer sa marque de fabrique. Donc on a l'impression d'une perte de qualité, ne serait-ce qu'en termes de leadership et aussi de force, on va dire, au sein du collège exécutif et même au sein de la politique. Je crois que la vie, comme elle est organisée aujourd'hui en Suisse, où la politique prend de plus en plus de place, en fait, ça devient aussi difficile pour quelqu'un de très bon dans sa carrière professionnelle de devenir politicien et d'avoir un peu son mot à dire. Parce que si tout le monde s'engage à 100% au Parlement et que toi, tu es le seul à être à côté de ça encore avocat, à côté de ça encore chef d'entreprise, à côté de ça encore employé dans une entreprise avec beaucoup de temps de travail, en fait, c'est difficile de trouver ta place. Donc, j'ai un peu l'impression que plus on avance, plus on se dirige vers un profil assez homogène du politicien en Suisse et du coup, beaucoup moins de place pour des profils qui sont différents et qui ont déjà un grand bilan dans l'économie privée. Alors, de manière récurrente dans l'ouvrage, je constate que avec justesse, vous me pointez du doigt le fait que la Confédération suisse est de plus en plus vérolée, entre guillemets, par les idéologies de gauche et de centralisme, d'étatisme. Comment vous expliquez ça euh, de manière spontanée dans votre analyse? Ah oui, c'est évidemment différentes tendances de fond, hein. Je dirais que la première, c'est que si la politique devient une activité en tant que telle, on a forcément envie d'en faire plus que dans le passé. Si avant on y consacrait peut-être 5 heures par semaine, pendant ces 5 heures, on réglait les problèmes les plus évidents et on ne développait pas forcément de nouvelles idées. Tandis que si on y passe 100% de son temps,
On a aussi 100% de son temps pour trouver des nouvelles idées, des nouvelles dépenses. Et on est aussi beaucoup plus concentré sur sa réélection, étant donné que ça devient sa carrière, la politique. Donc on est presque obligé ou presque dépendant de cette fonction. Et in fine, bah, ça fait augmenter les dépenses qui nous permettent d'être réélus. Donc là, je dirais qu'il y a aussi une corrélation qui s'observe depuis les années 90, de professionnalisation de la politique, aussi de centralisation. Et tout simplement, si on a plus de temps pour agir comme politicien, on a envie d'avoir plus de responsabilités politiques, et plus l'État prend de la place, moins le privé en a. Donc c'est un peu un jeu entre deux mondes qui, ces dernières décennies, a plutôt tourné en faveur des forces étatiques. Alors, vous mentionnez aussi le fait que les responsabilités à différents échelons de la Confédération, des cantons et des communes, c'est-à-dire que les tâches ne sont plus précisées clairement et du coup, il y a un enchevêtrement dont vous faites référence. En quoi cet enchevêtrement est nuisible et comment se fait-il que déjà à la base, il y ait un enchevêtrement? Comment c'est possible? Mhm. Alors, l'entité politique en Suisse, tout part de la commune, donc on est citoyen de sa commune, et ça veut dire qu'à la base, on est vraiment ancré dans cette petite communauté, et qu'ensuite, une fois qu'on s'entend bien dans une commune, on va à l'échelon cantonal et ensuite à l'échelon confédéral, donc au niveau suisse. Et très longtemps, on avait plutôt une identité communale et cantonale. On se disait neuchâtelois ou issu de telle et telle commune et un peu moins suisse. Et ça fait qu'on était très jaloux de ses responsabilités parce qu'on préférait décider soi-même. On pensait qu'un Neuchâtelois était plus à même de décider pour lui-même qu'un Genevois, par exemple, parce qu'on avait des différences de mœurs ou de mentalité, de culture, etc. Et, euh, et donc, le revers de la médaille de cette responsabilité, c'est qu'il faut l'assumer et engager du temps pour cela. Et c'est seulement intéressant d'engager du temps dans sa petite commune si on est aussi récompensé par des tâches intéressantes à faire. Et depuis les 30 dernières années, ben, on a centralisé beaucoup de tâches et beaucoup de thématiques intéressantes au niveau fédéral. Et ça fait que s'engager aujourd'hui dans une petite commune, souvent c'est très peu intéressant. C'est chronophage. On est face à des professionnels de la politique en face qui ont tout le temps et tout le bagage technique pour comprendre ce qu'ils font. Et surtout, ils nous donnent ou ils nous laissent plus que certaines tâches assez peu attirante, on va dire. J'ai été au parlement de ma petite commune pendant 4 ans, donc 2000 habitants, donc extrêmement petite. Et in fine, 80% du budget était obligatoire, c'est-à-dire décidé par d'autres échelons. Et nous, on avait à peu près la main sur 15-20% du budget. Et il restait des choses comme la construction d'un trottoir ou le renouvellement du toit de l'école. Donc c'était moins des choix, on va dire, fondamentaux ou de société qui ont migré ailleurs. Et du coup, l'engagement de la politique migre aussi à l'échelon supérieur si c'est plus intéressant ailleurs de s'engager. Si tout est décidé au niveau du canton, on préfère s'engager dans le canton plutôt que la commune. Et là, ces dernières années, c'est encore plus vers la confédération. Donc on a de plus en plus de gens qui se disent pas vraiment intéressés par la politique, mais intéressés par la politique à Berne. Et ça, c'est un état d'esprit qui est très peu suisse sur le plan historique. Alors justement, vous parlez de ce minage de la subsidiarité ou le fait qu'il y a de plus en plus de politiciens qui, qui en fait connaissent rien au secteur privé. Vous faites mention de Pierre Maudet dans le canton de Genève, justement, typiquement quelqu'un qui a jamais travaillé dans le privé et qui voit une carrière, comme beaucoup d'autres politiciens en Suisse, étatique, en étant totalement déconnecté de la vie réelle. Ça, c'est une vraie menace qui est en train de s'installer en Suisse. Donc, vous parlez des années 90. Je vais tout à l'heure mentionner un certain nombre de choses en matière financière qui se sont développées justement à cette période-là, parce qu'il y a d'autres phénomènes qui font que la Suisse a réussi, mais c'est pas seulement par ses institutions, c'est pas seulement par sa décentralisation, mais c'est aussi une question monétaire. Et on en parlera dans quelques instants aussi pour avoir votre point de vue. Alors, effectivement, on est face à un véritable problème, c'est qu'il y a aussi un désintérêt de la population de plus en plus pour les sujets politiques, parce qu'on sent que déjà moi, j'ai constaté aussi qu'il y a des initiatives populaires aussi qui ne sont pas nécessairement respectées. C'est-à-dire que le Conseil fédéral n'applique pas la volonté nécessairement du peuple. Je me souviens de cette initiative pour le renvoi des étrangers criminels et il me semble que le Conseil fédéral a fait un exercice pour limiter la portée de cette initiative. Comment vous voyez-vous les manœuvres de plus en plus grossières, je dirais, du Conseil fédéral pour minimiser la volonté du peuple?
Bon, je dirais que c'est pas seulement le Conseil fédéral, mais c'est toujours un jeu un peu à plusieurs. C'est le Parlement et le Conseil fédéral qui est chargé d'appliquer l'acceptation, enfin l'initiative qui a été acceptée. Et moi, je vois plus un signe dans cette impression qu'il y a une sorte de décalage entre justement une classe politique qui se crée et la population, parce que peut-être qu'il y a 50 ans, ce serait jamais arrivé à l'esprit de la classe politique de ne pas appliquer ce qu'a décidé la population. Donc pour moi, c'est aussi un signe qu'une petite partie de la population a l'impression de mieux savoir que la majorité qui a soutenu l'initiative. Et donc ça, c'est un signe aussi clair pour moi oui, de distanciation entre la réalité vécue par les gens et la manière dont c'est perçu au sein de la classe politique. Après, je dirais pas forcément que les citoyens s'intéressent moins à la politique qu'auparavant. On voit des taux de participation, notamment après le Covid, qui sont assez élevés, parfois même historiques. Moi, ce que je vois plutôt, c'est que l'intérêt des gens pour la politique en Suisse migre de l'échelon cantonal et communal à l'échelon fédéral. Donc, ils ont beaucoup de peine à voter pour des élections au niveau de la commune. Au niveau du canton, les thématiques les intéressent peu et on s'intéresse surtout et principalement aussi parce que c'est un focus médiatique plutôt sur les grandes campagnes de votation nationale, plutôt sur les grandes élections nationales. Et c'est ça qui crée une sorte de climat d'opinion qui va se rapprocher de ce qui se fait ailleurs, donc de tout toujours voir par l'État centralisé et par les grosses thématiques, alors que c'est avant tout les petites réformes et les petites adaptations à la réalité proches du terrain qui sont importantes dans la vie des citoyens. Vous dites qu'il y a une inflation de l'interventionnisme. C'est croissant, effectivement, je l'ai également constaté depuis plusieurs décennies, hein. Et cette poussée de centralisation se voit aussi dans des schémas de communication, de collaboration qui sont étonnants, voire suspects. Je me souviens à l'époque qu'il y avait la conférence des gouvernements cantonaux concernant l'éducation et à Armos. Je ne sais pas si vous vous souvenez Oui. de ce sujet. On voit en fait qu'il y a des gens en coulisses qui essayent de contourner l'autonomie cantonale en créant des organisations de toutes pièces qui n'ont pas de légitimité démocratique. Comment vous expliquez que ça puisse arriver? Effectivement, historiquement, le rôle des cantons, ils sont représentés au Conseil des États, donc c'est la deuxième chambre au Parlement à Berne, qui théoriquement joue le rôle que se permet ou que c'est donné, par exemple, enfin, non, la conférence des différents cantons, notamment dans le cadre de la formation comme vous venez et de l'éducation que vous venez d'évoquer. Donc, à mon avis, c'est un doublon et ça s'explique par le fait qu'auparavant, une partie des gens dans les exécutifs cantonaux siégeaient au Conseil des États et du coup, c'était vraiment la chambre qui représentait les cantons, tandis qu'aujourd'hui, le Conseil des États, c'est aussi devenu une chambre de politiciens professionnels qui sont plus forcément des représentants du canton, mais qui sont aussi plutôt représentants des idées politiques qu'ils portent. Mais à mon avis, c'est un énorme problème démocratique que le Parlement au sens traditionnel ne soit plus respecté et qu'on crée comme des antichambres euh, qui créent du conformisme. Parce que Armos, que vous évoquez, c'est l'idée d'harmoniser les différents programmes d'éducation dans les cantons, alors qu'historiquement, il y avait des énormes différences. Dans certains cantons, on allait plus longtemps à l'école, on commençait plus tôt, on avait des méthodes différentes, on n'apprenait pas forcément les mêmes langues, pas de la même façon. Et donc moi, je pense que ça participait plutôt à la qualité de la formation en Suisse, le fait d'avoir énormément d'approches différentes. Et là, le processus d'harmonisation, c'est évidemment pas la seule explication, mais le niveau des Suisses dans les différents classements internationaux qui existent, qui se comparent avec le temps, le niveau a chuté. Évidemment, ce n'est pas seulement la centralisation qui explique ça, mais ça fait partie des critères de plus tellement apprécier la diversité au sens de approcher différemment le même problème et pouvoir s'inspirer des autres solutions. Et donc l'ensemble de ces chambres intercantonales vont dans le sens de l'harmonisation et ça me paraît très contradictoire avec l'idée suisse de tester plusieurs choses pour éviter les erreurs qui sont faites dans l'ensemble du pays. Vous dites que cette centralisation nuit à la diversité d'opinions. Clairement, le centralisme conduit à un seul choix, comme si c'était binaire, c'est à prendre ou à laisser, grossièrement. Mhm. Donc un petit peu blanc ou noir. Euh, Ça pousse aussi à un activisme politique. Les politiciens se positionnent pour être sûrs d'être réélus. On est vraiment à l'opposé des valeurs et de ce qui a fait
la beauté des institutions suisses. Comment vous expliquez et qu'on en soit arrivé là, en fait? Euh, alors effectivement, un des principaux problèmes quand on centralise les choses, c'est que déjà on n'est plus tellement responsable, parce que si tous les cantons font la même chose, en tant que gouvernement neuchâtelois, je dis juste je fais comme les Valaisans, tandis que si on doit appliquer une solution propre, on doit assumer des responsabilités. Et je pense qu'il y a une sorte de fatigue de la responsabilité dans les cantons et les communes, et qu'elles sont souvent assez contentes de déléguer le pouvoir vers l'échelon supérieur. Euh, J'imagine que c'est en partie le cas parce que c'est un peu la question euh, d'où commence le problème. Mais les cantons ont moins de responsabilités qu'avant, donc ça devient moins intéressant, donc encore plus les en délèguent, donc c'est un peu une sorte de cercle vicieux sans fin, hein. Mais l'autre question, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle vicieux? Et il faudrait, à mon avis, déjà interdire les réunions de différents cantons qui n'ont pas de légitimité démocratique et repasser par le Conseil des États et demander aux cantons de prendre beaucoup plus de risques. C'est aussi, pour le citoyen, c'est très important que les gouvernements doivent réfléchir à des solutions qui sont diverses, parce qu'il y en a une qui sera un peu meilleure que les autres, et du coup, on pourra s'en inspirer. Tandis que là, actuellement, on se dirige de plus en plus vers une sorte de t-shirt unique pour l'ensemble de la Suisse, alors qu'on a des climats très différents. On a des énormes villes comme Genève et Zurich, et des toutes petites communes ou des petits cantons agricoles qui ont des réflexions complètement différentes. Donc, c'est pas logique d'harmoniser le système d'éducation et de formation, alors que la réalité est tellement différente. Vous parlez aussi à un certain moment de l'immigration. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de changements en termes migratoires, le statut de saisonnier qui a été supprimé, le regroupement familial. On sait que la gauche a considérablement poussé le regroupement familial. Dans les faits, moi, je constate que la Suisse d'aujourd'hui n'est plus la Suisse d'hier. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui sont pas nécessairement intégrés, qui viennent de cultures, de l'hémisphère sud. Comment vous voyez, cette situation, le fait que n'importe qui, avec ce regroupement familial, peut venir en Suisse et qui apporte une charge considérable, potentiellement aux aides sociales et à tout ça? Est-ce que vous avez peur qu'à l'avenir, la Suisse ne puisse plus gérer de manière autonome l'immigration, sachant qu'il y a une grosse pression de l'Union européenne? On va en parler dans quelques instants. Bon, je dirais qu'historiquement, la Suisse est, euh, depuis, euh, presque, depuis presque 140 ans un pays d'immigration, et qu'on a un quart de la population présente sur le territoire qui n'est pas suisse et trois quarts de la population qui a des racines étrangères. Donc, c'est dans l'ADN de la Suisse d'être assez ouvert, etc. Et là où ça devient un problème, c'est si les personnes qui arrivent ne s'intègrent plus, et si elles s'intègrent moins bien qu'avant, c'est pour des raisons assez simple, c'est que dans l'histoire de la Suisse, on s'intégrait souvent par le travail, et le travail, ça passe notamment par l'apprentissage, donc c'est le fait de travailler dès qu'on a 15 ans, par exemple. Et dans une partie des cantons, l'apprentissage est moins bien vu que dans le passé, il y a de moins en moins de gens qui font des apprentissages. Et donc ça fait aussi que l'intégration par le travail fonctionne moins bien qu'avant, et ça c'est forcément un problème. La deuxième chose, c'est l'intégration par le travail de milice aussi, donc de l'engagement dans sa propre commune, dans son club de sport, etc. Si c'est beaucoup moins normal de faire ça que dans le passé, finalement, un étranger qui arrive dans un village en Suisse, il va se dire, je fais comme les autres, je vais travailler et le reste ne m'intéresse pas, parce que les Suisses ne le font pas non plus. Donc il y a aussi une grande responsabilité auprès des Suisses. Si on laisse un peu tomber le modèle traditionnel qui a permis d'intégrer tout le monde et qui a permis à la Suisse d'avoir un État plus libre, d'avoir un pays plus prospère qu'ailleurs, si on le laisse nous-mêmes tomber, on ne peut pas tellement reprocher aux nouveaux arrivants de faire autant peu d'efforts ou le même nombre d'efforts que nous, hein. Qu'est-ce que vous pensez le fait que la Suisse soit d'une certaine façon prise en otage par ces conflits qu'il y a à droite, à gauche, encore récemment en Ukraine, euh, par le fait qu'elle soit acceptée, entre guillemets, d'accepter à nouveau des réfugiés? Alors, il y a eu la Serbie, il y a eu les Kosovars, il y a eu maintenant c'est l'Ukraine. On sait qu'il y a les Américains derrière ce conflit ukrainien, par procuration derrière les Européens. Qu'est-ce que... Il y a aussi le concept de neutralité qui est constamment sabordé. C'est pas d'aujourd'hui, ça a commencé avec Couchepin, Camille Rey. Qu'est-ce que vous... aujourd'hui, la Suisse n'a plus de crédibilité, notamment avec la Russie, pour être une place d'arbitrage. Est-ce que vous regrettez cette situation? Oui, alors dans les faits, quel que soit le discours de la Suisse, la neutralité, c'est aussi une question de perception. Et les deux parties belligérantes, si on peut les appeler comme ça,
tant les Américains que les Russes nous perçoivent comme étant non neutres dans ce conflit. C'est-à-dire qu'on a un problème. Quel que soit ce qu'on raconte, en Suisse, la perception n'est plus celle qu'on aimerait être. Donc là, déjà, cette réalité, il faut la reconnaître. Et je pense effectivement que ce n'est pas le rôle de la Suisse d'essayer de participer aux grands enjeux du monde et qu'on est plutôt à un endroit où les gens doivent pouvoir discuter ensemble. Et donc, je me serais beaucoup plus retenu sur les différentes sanctions, aussi l'espèce de condamnation morale tout le temps de la part de la Confédération. C'est pas quelque chose qui, moi, me paraît correspondre à la tradition neutre de la Suisse. Et surtout, on oublie un peu que la tradition neutrale suisse, c'est de dire que l'État est plutôt neutre, mais les citoyens n'ont pas besoin de l'être. Donc moi, en tant que citoyen, ça me touche évidemment que des Ukrainiens doivent fuir leur pays, qu'ils doivent mourir pour la nation, et ça me gêne pas du tout, et je trouve même joli de pouvoir les accueillir et de leur dire, bon, pendant cette période difficile, vous venez en Suisse, mais ça, c'est ma position comme citoyen. Et j'aimerais pas que la Suisse, comme nation, commence à prendre parti, aussi parce que ça la met en difficulté et que c'est pas son rôle. Son rôle de petite nation, c'est d'essayer de créer le dialogue et qu'à la fin, il n'y ait plus de guerre. Et que dans cette phase transitoire-là, on accueille les gens, certes, mais c'est pas à nous d'avoir cette impression qu'on peut participer aux grands enjeux du monde. Comment, par rapport à la guerre en Ukraine, pour être un peu plus précis, on sait que il y a les Américains derrière, ça fait déjà longtemps qu'ils préparent ce conflit. Euh, 30 entre 30 et 40% des terres agricoles ukrainiennes appartiennent à des sociétés américaines, Cargill et d'autres. Il y a BlackRock et The Vanguard qui sont en train de se positionner pour reconstruire le pays. Vous pensez pas que les Américains se payent la tête de l'Europe et aussi de la Suisse indirectement et que la Suisse cautionne d'une certaine façon ça en acceptant ce type de conflit et en acceptant des réfugiés? Bon, évidemment, n'étant pas un spécialiste de ce genre de conflit, c'est difficile de me prononcer, mais moi j'ai surtout l'impression qu'à la base, il y a un pays qui agresse et ensuite les États-Unis jouent sans doute pas un rôle totalement parfait, mais il faut aussi parler de l'État qui agresse, qui est la Russie d'abord. Donc, en tant que Suisse, moi, j'aimerais pas tellement me positionner pour dire quel est le pire des deux pays. Je dis juste que la situation ne me paraît pas du tout optimale pour les deux peuples, que ce soit ukrainien ou russe, et que le rôle de la Suisse devrait être d'essayer de mettre à la même table ces différentes personnes pour qu'on sorte de la situation. Après, de savoir à quel point les États-Unis sont fautifs de la situation actuelle, etc., c'est très difficile à juger pour moi, n'étant pas un spécialiste total de ce genre de conflit, donc je risquerais de dire des bêtises. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui vous font peur? Vous connaissez Klaus Schwab, qui est basé sur la colline, la colonie à côté de Genève, qui dit en Mhm. 2030, vous n'aurez plus rien, mais vous serez heureux. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, moi je pense que historiquement, enfin, très longtemps, les États-Unis ont joué un rôle de pays à l'avant-garde de la liberté. Donc sous Reagan, par exemple, on avait un discours très positif sur l'importance de la liberté individuelle, euh, de laisser beaucoup de place à l'entreprise privée, etc. Et que là, on a basculé vers un discours beaucoup plus protectionniste en général, donc avec un État beaucoup plus fort. Donc je dirais que l'espèce de rôle de lieutenant la liberté qu'a joué les États-Unis a beaucoup baissé ces dernières décennies. Donc c'est un pays qui m'inspire un peu moins et je m'inspirais plutôt du modèle de la Suisse pour que les États-Unis redeviennent un peu plus libéraux plutôt que le contraire. La Suisse a été très attaquée en termes bancaires. La place financière suisse a été très attaquée par les Américains. C'est du style faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. L'un des plus grands paradis fiscaux, c'est le Delaware aux États-Unis. Ils ont fait en sorte de miner la place financière suisse. Qu'est-ce que vous pensez de leur attitude vis-à-vis de FATCA, l'échange d'informations et le fait qu'ils imposent des lois extraterritoriales, notamment sur la Suisse? Oui, alors c'était un cas concret où un grand a imposé sa façon de voir aux petits du monde, alors que, comme vous le dites, ils continuent de faire la même chose chez eux. Donc c'est de l'hypocrisie et je crois que l'ensemble des États doit être regardé avec beaucoup de scepticisme, parce que c'est avant tout un jeu de pouvoir et quand on est très grand, on essaie effectivement de casser le bras à celui qui est plus petit, d'autant plus quand ils avaient, comme à l'époque, des problèmes financiers pour financer leurs dépenses suite à une crise, etc. Donc, moi, je regrette qu'à l'époque, la Suisse ait cédé si facilement sur le secret bancaire. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important que l'argent des gens soit sécurisé, qu'il soit suisse ou étranger, et qu'il n'y ait pas une grande possibilité pour les États d'aller fouiner dans ce que vous faites et ce que vous avez. Donc moi, par nature, je suis attaché à la liberté. Donc je dirais que le secret bancaire devrait être une sorte
de droit universel pour n'importe quel habitant du monde. Donc je regrette beaucoup ça, et c'est un peu une tendance en Suisse de beaucoup céder à des pressions extérieures et d'accepter. Évidemment, c'est aussi difficile quand on est un petit pays, j'imagine. Donc je ne fais pas un reproche trop facile aux différents gouvernements du pays, mais il y a une moindre, ou il y a une sorte de lassitude, une fatigue d'être un modèle différent, de le défendre et aussi de le faire comprendre. On a parlé avant de la neutralité. La neutralité, c'est beaucoup de pédagogie. C'est assumer qu'on a une position difficile sur le plan diplomatique. Quand on va à l'ONU, une partie des gens nous jugent, mais c'est parce qu'on devrait le faire, parce qu'on sait que la Suisse se portera mieux dans le futur ou qu'elle survivra seulement si elle ne s'implique pas dans ce genre de conflit. Donc c'est toujours un peu cette impression générale qu'on a un manque de courage qui ensuite entraîne une disparition, ou en tout cas une sortie du modèle traditionnel de la Suisse. Je rebondis sur le secret bancaire, donc, qui a fait pas mal de vagues. Donc, le secret bancaire est toujours valable pour les résidents suisses, pas pour les étrangers. Il se trouve que vous parlez dans votre livre euh, particulièrement des années 90 où Mhm, ça a commencé cette professionnalisation de la politique. Et en fait, il se trouve que pendant cette période, la Suisse a rejoint le Fonds monétaire international. Fonds monétaire international, il n'y a pas eu vraiment de débat. Il y a la constitution qui a été changée en 1999 et qui a donc fait en sorte que la Suisse s'intègre au Fonds monétaire international. On sait que cette organisation euh, contrôle les banques centrales. Et puis, le système monétaire, notamment les réserves d'or. Et je me m'étais particulièrement penché sur ce point-là, que j'ai d'ailleurs mentionné dans mon livre, puisque Ferdinand Lipps, que vous connaissez peut-être, hein, qui est un banquier zurichois qui avait écrit Gold Wars et qui avait envoyé son livre à tous les parlementaires suisses en expliquant la grande menace euh, des activités en fait de la Banque nationale suisse, le fait que c'est une filiale de la Fed et qu'en fait elle a été forcée de vendre la moitié de ses réserves d'or. La Suisse avait plus de 4 000 tonnes d'or. Et dans les années 90, son stock s'est effrité et elle a à peine 2 000 tonnes aujourd'hui. On n'est même pas sûr réellement qu'elle a ce stock dans les coffres ou qu'il soit gagé ou quoi que ce soit. Ma postfacière Liliane L. de Kawam, qui est aussi originaire du canton de Neuchâtel, qui est spécialiste Liliane L. Kawam de la Banque nationale suisse, qui a beaucoup commenté là-dessus. Elle explique que mhm, BNS s'est extrêmement exposée de manière gravissime sur les titres. Les titres, c'est-à-dire qu'elle utilise le trafic des paiements, l'argent des Suisses et l'argent des entreprises pour acheter de la dette étrangère et artificiellement essayer de maintenir le franc suisse bas. Donc on voit que euh, il y a un concept qui est mal expliqué. D'ailleurs, il y avait un reportage sur la RTS, sur ce qui a fait le succès de la Suisse. Et en fait, ce qu'on voit et qui est important de retenir, c'est que ce qui a fait vraiment aussi le succès de la Suisse, c'est en fait le fait qu'elle avait une monnaie honnête et solide, qui était adossée à leur physique. Et mhm, aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, puisque le Fonds monétaire international, dans sa charte, empêche les États d'adosser leur monnaie à leur physique. Ils peuvent en avoir comme réserve, mais pas l'adosser complètement mhm. à leur physique. Donc, est-ce que vous, personnellement, vous avez un petit peu suivi ou vous suivez un petit peu ce qui se passe avec la Banque nationale suisse? J'ai mentionné aussi récemment que David Rogers Webb, qui est un initié de la finance, a révélé en mai 2023 qu'il y a dans la Convention de La Haye sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers, il y a une saisie des titres qui va être orchestrée lorsque la bulle de dette mondiale va exploser. Et ça fait penser au Great Reset, la grande réinitialisation. Est-ce que vous, personnellement, Nicolas Yutzet, vous êtes inquiet pour la situation financière du pays et les activités douteuses de la Banque nationale suisse. Mhm. Bon, je dirais que par nature, une banque centrale est suspecte aux yeux d'un libéral, étant donné que c'est une sorte de monopole. Donc, moi, je suis assez opposé à l'idée qu'il y ait une seule monnaie par nation, et je serais, comme Friedrich Hayek, plutôt avide que chaque citoyen puisse utiliser la monnaie qu'il veut pour payer, notamment ses impôts, etc. Donc, je suis assez, assez circonspect de manière
générale envers l'idée de confier ce pouvoir envers une seule entité qui ensuite peut imprimer de la monnaie quasiment comme elle veut et suivre des objectifs qui sont en partie politiques. La stabilité des prix, c'est un objectif politique parce qu'on fait la stabilité des prix pour que l'économie reste tranquille et que la population puisse prévoir de manière assez fiable ce qu'elle va faire. Donc, je dirais qu'une banque centrale n'est jamais indépendante, qu'elle a toujours une vocation et un but politique. Et donc, par nature, je ne suis pas tellement un grand fan des banques centrales, mais je dirais que de ma perception, la banque centrale en Suisse est moins grave que les autres. Ça ne veut pas dire qu'elle fait bien son travail, mais qu'elle le fait sans doute un peu moins négativement qu'ailleurs. Euh, Après, je dirais aussi que l'état des dettes dans l'ensemble du monde, et aussi en Suisse, même si c'est un peu moins grave vu qu'on a un frein à l'endettement, est extrêmement inquiétante. Et dès que les taux augmentent, on sent tout de suite qu'il y a une énorme pression, ne serait-ce que pour les rembourser. Et le jour où la confiance disparaîtra, on aura un énorme problème, simplement parce que c'est pas durable d'avoir un train de vie qui dépasse nos moyens. Donc, je dirais un scepticisme général envers les banques centrales, une difficulté à bien vous dire si la Banque centrale suisse fait moins bien son travail qu'ailleurs. J'ai l'impression qu'elle le fait un peu mieux, tout en étant tout à fait conscient qu'elle le fait sans doute pas parfaitement. Voilà. L'or a pris 30% depuis le mois d'octobre 2023, l'argent métal 40%. La Banque nationale suisse s'est délestée de la moitié de son stock. Je disais 4600 tonnes au départ, à peine 2200 maintenant. Il y a eu des pertes considérables, des centaines de milliards. Est-ce qu'il y a quand même des gens à un moment donné qui doivent rendre des comptes? Bah, c'est tout le problème des banques centrales qu'on dit indépendantes. Quand elles sont indépendantes, en théorie, elles rendent des comptes à personne. Et c'est très bizarre de confier une telle responsabilité à des gens qui ne rendent pas de compte. C'est pour ça aussi que j'ai toujours trouvé que c'était un peu une fable, cette histoire de banque centrale dite indépendante, tout simplement parce que c'est impossible de confier une telle responsabilité à des gens sans qu'ils en abusent. Donc c'est pour ça que la solution d'AIEC, avec différentes monnaies qui s'affrontent et aucun privilège d'État quant à l'émission, me paraît beaucoup plus pertinente et je préférerais une monnaie qui s'appuie sur la réalité, donc que ce soit sous forme d'étalons or ou même des solutions où la masse monétaire est limitée dans le temps, comme avec le Bitcoin, me paraissent beaucoup plus réalistes et saines qu'un système où on peut simplement imprimer au fil des besoins et aussi oui, en fonction de ce qu'on souhaite atteindre avec une politique monétaire. Alors justement, j'explique dans mon livre que on doit être dans un système concurrentiel. Le monopole, c'est le cours légal qui empêche des monnaies d'être en concurrence et qui Mhm, empêche les utilisateurs de choisir la monnaie en qui ils ont le plus confiance. Est-ce mhm. que Nicolas Youtsev, vous seriez d'accord pour abolir le cours légal du franc suisse, c'est-à-dire que d'autres monnaies puissent être mises en circulation et que les Suisses décident la monnaie en qui ils ont le plus confiance? Oui, c'est très important pour moi et in fine, la monnaie suisse se révélera peut-être être celle qui a le plus de confiance de la part de la population, mais ce serait intéressant de leur laisser le choix. Parce que la liberté est toujours intéressante et comme ça les gens peuvent s'exprimer et surtout ils peuvent sanctionner des éventuelles mauvaises gestions. Donc moi ça me paraît tout à fait pertinent. Le Liechtenstein qui est juste à côté de nous n'a pas de monnaie et pourtant ils s'en sortent très bien. Donc, ils utilisent le franc suisse, mais donc ça démontre qu'on peut être un petit pays prospère sans avoir de banque centrale qui entre guillemets s'occupe de notre propre bonheur. Donc moi je suis tout à fait pour ce genre de solution, ne serait-ce que parce que ça donne un mécanisme de sanction à la population face à des gens qui aujourd'hui euh, par les institutions sont dits indépendants, donc ne rendent pas de compte. Alors, enfin, indépendante de la politique, mais pas de la finance. Comme je vous disais, donc les liens qu'il y a entre la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Banque nationale suisse. Donc, effectivement, ça n'a pas Et l'air puis, de. Je suis aussi effrayé et effaré de voir le peu de connaissances et l'ignorance de la plupart des politiciens mhm, concernant les questions monétaires et bancaires. Vous vous souvenez certainement, Nicolas, qu'il y avait une initiative populaire sur l'or qui avait été soumise au peuple en 2016, je crois, et les Suisses n'avaient pas réalisé l'importance d'avoir des réserves d'or. Vous vous souvenez de cette initiative? est-ce que c'était l'initiative pour la monnaie pleine? C'était ça? Oui, alors il y avait, alors ça c'était une autre initiative, mais il y avait Mhm, avant cela une initiative pour obliger la Banque nationale suisse à maintenir un certain nombre de réserves d'or, ok, et elle avait été d'ailleurs promue en partie par Lucy Stamm, que mhm. j'avais rencontré à Berne au Palais fédéral.
pour discuter de ce sujet et c'était un des seuls à l'époque à comprendre les enjeux. Bref, Ouais. est-ce que vous pensez, vous personnellement, vu le développement exponentiel de la dette, on sait qu'il y a une opération intelligente qui est en cours. David Rogers Webb, dans son ouvrage The Great Taking, la grande prise, qui est disponible d'ailleurs gratuitement en PDF que je mettrai le lien, les gens pourront consulter. Je recommande la lecture de ce PDF de 70 pages qui explique que nous sommes dans une opération intelligente de dette et qui vont faire éclater la bulle le moment venu et ensuite saisir l'ensemble des titres qui ont été dématérialisés depuis 20 ans. Est-ce que vous pensez il peut y avoir une situation très grave financière, bancaire prochainement, que la Suisse peut être très exposée et que l'épargne des Suisses est menacée? Alors, qu'il y ait potentiellement une situation grave et qu'elle puisse se déclencher, oui, c'est une question de confiance. Le jour où la confiance, tourne, on aura un gros problème. Après, je crois assez peu à l'idée que la confédération peut s'emparer de l'épargne des Suisses, parce que ça demanderait en fait une préparation et une coordination qui représente, à mon avis, pas la réalité de ce que j'ai pu voir en politique. La plupart du temps, ils sont très mal organisés et ils ont beaucoup de peine à imaginer des techniques et à les mettre en place qui sont autant spoliatrices. Donc souvent, ils sont à visage découvert et ce genre de stratégie qui viendrait de derrière me paraissent peu réalistes, tout simplement parce qu'ils sont assez mal organisés et assez peu capables. Donc je Mais crois tout à fait à pourtant, l'idée. la Suisse a signé, a été un des premiers pays à signer la Convention de la Haye sur l'incertitude juridique des titres transfrontaliers. Comment se fait-il enfin, qui va leur permettre de saisir les titres? Alors, les titres, c'est tout ce qui est action, obligation, tout ce qui est inscrit en créance. Euh, Comment se fait-il que le personnel politique soit pas au courant que ces titres dématérialisés, qui sont en fait tous les actifs des entreprises, les stocks, tout ce qui est inscrit en compte, pourrait être saisi lors d'un effondrement complet du système? Alors, je connais évidemment pas le détail de cette décision, mais elle a sans doute été prise par le Conseil fédéral. Donc, le Conseil fédéral, c'est aussi une partie des partis politiques, et ça voudrait dire qu'en tout cas, une partie du monde politique à l'époque a jugé que c'était pertinent. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui ignore la thématique. Après, je pars du principe, ou en tout cas, je l'espère, peut-être de façon naïve, qu'aucun gouvernement en Suisse ne signerait des accords qui permettent de spolier ses citoyens. Et il y aurait, je l'espère en tout cas, une grande résistance au sein de la population si un jour ça avait lieu. Mais Alors, juste pour préciser, aux États-Unis, ça a été organisé par un agent de la CIA, John William Dancer Junior. Et en fait, ça s'est fait dans le dos, ça n'a pas été ratifié par le Congrès. Donc, juste pour vous dire que cette législation s'est fait dans beaucoup de pays, dans le dos des citoyens. Mais je la mettrai en consultation, je mettrai le lien. Il a été publié en français, dans plusieurs langues en français, 70 pages que je recommande, avec tous les textes de loi de l'Union européenne qui confirment et de manière irréfutable la saisie des titres qui est programmée dans les textes, notamment à travers deux instituts, Euroclear et Clearstream. Et ça pourrait être intéressant ensuite d'échanger par rapport à ça sur ce point. Je retourne par rapport à ce qu'on disait. Donc, je parlais de centralisation. Donc, qui a pris de l'importance considérable, cette professionnalisation, et aussi le fait qu'on se rend compte que au final, il y a de moins en moins de politiciens qui potentiellement pourraient rendre des comptes. On parle notamment de Monsieur Berset durant la crise du Covid. On sent qu'il y a une certaine impunité qui s'installe parce que ces professionnels, finalement, se sont octroyer une forme d'impunité. Qu'est-ce que vous pensez de ça et comment vous voyez ça, Nicolas Jutset? Mmh. Alors effectivement, ça n'aide pas d'être dans une sorte de bulle, et si son métier, c'est la politique, ben, par nature, on croisera de plus en plus de gens qui nous ressemblent. Tandis qu'à l'époque, si on avait un «vrai métier» entre guillemets à côté, on croisait aussi beaucoup d'agriculteurs, on croisait aussi beaucoup de gens qui avaient simplement une vie, autre que la nôtre. Donc ça faisait, qu'on prenait beaucoup plus en compte cette espèce d'aspérité, de différence, et qu'on était beaucoup plus tolérant, et qu'on était aussi simplement plus proche de la population parce qu'on vivait avec et qu'on partageait son quotidien au sein des entreprises. Donc, à mon avis, c'est assez naturel que si on crée une classe politique, ça devient de plus en plus une sorte de tour d'ivoire où les idées partagées sont à peu près les mêmes,
et où ça devient difficile, en tant que membre du Parlement, d'exprimer des opinions divergentes parce qu'on est vraiment presque ostracisé d'un petit milieu qui partage une grande partie des mêmes opinions. Et donc là, je pense qu'effectivement, c'est à long terme un problème parce que ça peut donner l'impression qu'on est au-dessus de la population, qu'on a mieux compris qu'elle, et que du coup, c'est à nous de livrer des solutions, alors que le modèle et la tradition suisse, c'est surtout un droit de veto et un droit de proposition de la population pour dire stop et non à la politique quand elle va dans la mauvaise direction. Donc moi, j'ai aussi cette crainte qu'on ait de plus en plus de profils qui sont prêts à tout pour rester en politique, passer leur carrière, et que ça s'explique par les profils qu'on attire désormais à cause de la professionnalisation. Alors justement, vous parlez de nuisance par une construction d'influence de ces politiciens pour qu'ils restent en place. On va passer un petit peu de temps là sur les solutions parce que c'est important qu'on puisse trouver des axes de solutions. Dans votre livre, il y a des choses intéressantes. Je voulais juste mentionner quelque chose, Nicolas, au sujet de l'impôt. On sait que plus il y a d'impôts, plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de la TVA qui est prélevée. Ça fait Mhm, toujours des masses d'argent supplémentaires qui sont mises à la disposition de l'État, de la Confédération, des communes et des cantons. OK, pour mettre en place de nouvelles infrastructures, etc. Mais le fait que ça soit un ratio en pourcentage fait que potentiellement, il y a toujours de l'argent qui alimente un État de mhm. plus en plus gros, une bureaucratie. Est-ce que vous, personnellement, Nicolas, vous seriez potentiellement comme Pascal Salin, qui était intervenu à l'Institut libéral, Mhm. favorable d'un impôt par capitation? Oui, alors, enfin, vous avez raison d'aborder une thématique intéressante, c'est que la Suisse grandit en termes de population et qu'automatiquement les impôts augmentent, parce que typiquement quand on a de la TVA, bah, ça augmente automatiquement, alors que en théorie, il y a beaucoup d'effets d'échelle. Plus on a de gens à un endroit, moins ça coûte par habitant de faire certaines tâches. Donc on a effectivement une sorte d'augmentation presque naturelle des besoins de l'État, en tout cas des encaissements de l'État qui ne correspondent pas à la réalité de ce qui devrait être. Donc ça, c'est un premier problème. Et effectivement, moi, je serais d'avis que, bon, on pourrait baisser de manière drastique les entrées de la Confédération, ne serait-ce que pour voir ce que ça donne. Et ensuite, l'application concrète de comment est-ce qu'on fiscalise, moi je trouverais que c'est beaucoup plus raisonnable de dire qu'on doit donner un certain pourcentage par personne et qu'il n'y ait plus la progression qu'on a aujourd'hui. Et je ne taxerai pas non plus la consommation comme on le fait avec la TVA, tout simplement parce que la consommation me paraît être un droit des êtres humains et qu'on ne doit pas la décourager. Vous parlez d'un point qui est important, le frein à l'endettement, qui a été initié par Caspar Villiger. Et là, vous mentionnez une de ces citations, les politiciens détestent habituellement les outils qui les rendent inutiles. Mhm, Donc ça résume bien un petit peu la situation. Est-ce que par rapport à ce frein à l'endettement, si vous mentionnez à ce point, je pense que vous avez quand même une bonne connaissance de cet outil. Est-ce que mhm. vous avez constaté, Nicolas Yutze, un détournement potentiel de ce frein à l'endettement? Est-ce qu'ils ont trouvé des manœuvres pour éviter d'avoir faire à, d'avoir à faire face à ce frein à l'endettement? Oui, alors bien sûr, il y a une question des classifications des dépenses. Il n'y a pas toutes les dépenses qui tombent sous le frein à l'endettement. Et le frein à l'endettement, en fait, il intervient dès le moment où les dépenses dépassent les entrées. Mais si on augmente les entrées, le frein à l'endettement, ça veut dire qu'on n'a pas plus de dettes, mais on a plus de dépenses qui sont couvertes par plus de recettes. Donc on a quand même un problème indirect que la population paye trop pour un service qu'elle ne juge pas assez bon. Donc il y a toujours une volonté et une tentative d'alléger le frein à l'endettement, de le rendre beaucoup moins dur. Et c'est une tentative qui revient à chaque fois, qui revient à chaque budget, et contre laquelle, heureusement, on arrive à lutter parce qu'on a une grande oui, légitimité populaire, parce que ça a été accepté, je crois, à 80% à l'époque, le frein à l'endettement. Donc voilà, évidemment, il y a toujours des tentatives, parce qu'un politicien par nature, il aime bien dépenser de l'argent. Donc le frein à l'endettement, c'est un peu son ennemi sur le chemin. Mais je dirais qu'en général, c'est une institution qui marche. En général, c'est une institution qui responsabilise et qui les empêche de dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas. Donc on pourrait l'améliorer, on pourrait le durcir, mais je dirais qu'il tient la route. Vous dites que la qualité des institutions, c'est la qualité des institutions qui donne de bons politiciens et pas l'inverse. Vous dites qu'il y a un militantisme politique qui nuit aux solutions minoritaires. Vous pouvez juste expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que vous entendez par là?
Alors, c'est pour expliquer à des Français ou à des Allemands que c'est pas vraiment les Suisses qui sont meilleurs par nature, mais c'est nos institutions qui font qu'on est un peu moins, dans la tendance de dépenser l'argent des autres, de faire des grandes erreurs à travers, l'État, tout simplement parce que les institutions ne nous le permettent pas. Donc si, par exemple, on a un frein à l'endettement, ce sera impossible pour moi, si je suis élu à Berne, de faire n'importe quoi avec l'argent des gens, tout simplement parce que le mécanisme m'en empêche. Et dans ce cadre-là, moins on donne finalement de latitude à une majorité du Parlement, à une majorité du Conseil fédéral d'agir en pensant faire au nom de la population, moins on donne ce droit, moins ils feront d'erreurs et du coup, plus ils laisseront d'argent et aussi d'espace à la population pour qu'elle fasse elle-même ses choix. Et ensuite, les individus parfois se trompent, mais quand on se trompe, on assume soi-même la responsabilité. Tandis que dans un système où il n'y a pas vraiment de frein à l'interventionnisme des politiciens, les politiciens prennent des grandes décisions alors que c'est les autres qui assument ensuite les responsabilités positives ou négatives de ces dernières. Vous parlez de péréquation financière et qu'il y a 6 cantons qui mettent la main au portefeuille en permanence pour les autres. Il y a Zurich, Oswald, Genève notamment, Zug et puis quelques autres. Mhm. Vous remettez en cause en fait cette péréquation financière. Le principe derrière, c'est quoi? Alors l'idée à la base, c'était de dire que les cantons sont différents et qu'on doit compenser certaines lacunes naturelles qu'elles ont. Si elles ont par exemple une population très âgée ou si elles ont plus de montagnes que d'autres, on partait du principe que c'était bien qu'il y ait une sorte de solidarité entre les cantons qui ont des prédispositions plus favorables et qu'elles en redonnent notamment aux cantons plus alpins. Donc ça c'est un principe qu'on peut à la limite soutenir si on pense que c'est pertinent. Moi je pense que par nature c'est pas une bonne chose que les cantons subventionnent parce que c'est pas une fatalité, même si on est dans un environnement difficile. Si on regarde la Suisse comme pays en entier, on est dans un environnement difficile. On a beaucoup d'Alpes, on n'a pas de matières premières, sauf le bois et un peu de sel. Et malgré ça, le pays est extrêmement riche. Donc visiblement, même dans un territoire hostile, on peut devenir riche. Et si ce constat s'applique à l'ensemble de la Suisse, il devrait aussi s'appliquer à l'ensemble des cantons. Et évidemment qu'un canton comme le canton du Valais atteindra moins facilement la prospérité que le canton de Zurich, mais ce n'est pas une raison de le subventionner et entre guillemets de le maintenir dans cette position, de recevoir de l'argent et de compter plutôt sur l'argent des autres que sur sa propre stratégie pour dans 15, 20, 30, 40 ans être plus prospère et ne plus avoir de problème de financement pour les différentes prestations pour la population. Donc moi, je trouve que par nature, subventionner certains cantons en prenant l'argent aux autres ne me paraît pas très pertinent et les chiffres montrent aussi que la plupart des cantons qui sont subventionnés se contentent de ce rôle de subventionner et ne s'approchent pas vraiment des meilleurs cantons. Donc le rôle de base joué par cette péréquation financière, c'est de rapprocher les cantons et dans les faits, c'est pas ce qui se passe. Donc en plus, ça marche pas. Quand est-ce que cette péréquation financière a été introduite? Est-ce que c'est récent ou... Oui, oui, alors enfin, elle existe depuis longtemps, mais elle a été modernisée au début du siècle. Et c'est depuis le début du siècle qu'il y a beaucoup plus de transferts et qu'il y a beaucoup plus de critères. D'accord. Ok, alors partons donc de ce postulat, effectivement, de vrais problèmes où il y a déjà un désintérêt de la population pour les sujets au niveau communal et cantonal et plus fédéral. Après, on voit aussi qu'il y a une surreprésentation. J'avais eu l'occasion d'en discuter avec un conseiller national des seniors lors des votations, parce que c'est des gens qui sont souvent rivés sur les médias et la télé. Déjà, par rapport aux médias, est-ce que vous êtes... il y a eu une initiative populaire pour supprimer la redevance des médias. Est-ce que vous trouvez normal, Nicolas Yutsek, que les Suisses payent pour des médias qui ne cautionnent pas ou qui ne regardent pas? Non, alors bah, à C'est-à-dire qu'on l'époque, leur impose un contenu. mhm. Non, à l'époque, j'étais tout à fait pour cette initiative. Je pense que les gens sont assez grands pour payer ou non pour certains médias et qu'on devrait pas du tout partir du principe qu'on a le droit de finalement obliger quelque chose qu'ils ne consomment pas dans les faits. Et on le voit hein, dans les chiffres, la télévision traditionnelle est de moins en moins regardée. Donc il n'y a pas de raison de consacrer de l'argent à ça plutôt qu'à un média écrit de qualité comme je sais pas, la NZZ en Suisse allemande. Donc non, je suis pour responsabiliser les gens et je ne pars pas du tout du principe que les médias ont droit à de l'argent, surtout qu'ici, la même question se pose que pour les banques centrales, c'est quels sont les mécanismes de sanction, quel est quelle est ma possibilité de manifester mon mécontentement si je suis obligé de payer. C'est très difficile. Si mon journal papier fait n'importe quoi, l'année d'après, je ne paye plus mon abonnement. Et donc là, concrètement, je peux exprimer mon désaccord.
tandis qu'avec les médias directement subventionnés via une obligation étatique, bah, le mécanisme de sanction n'existe pas. Donc naturellement, ils sont aussi beaucoup moins dépendants de ce que pense la population. Pendant le Covid, il y a eu une forme de consensus médiatique et une propagande intense par rapport à ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie menace des médias justement subventionnés par rapport aux crises X, Y, Z? Mmh. Bon, si on parle de consensus médiatique, ça veut aussi dire que les médias privés à l'époque ont fait la même chose. Donc c'est pas seulement ceux qui sont subventionnés par l'État, mais je dirais qu'en général dans le milieu médiatique, il y a un peu la même tendance ou la même difficulté ou le même danger qu'en politique, c'est l'uniformisation des profils. Donc si on a de plus en plus de gens qui ont suivi les mêmes formations, qui pensent à peu près la même chose, in fine, on aura beaucoup plus de difficultés au sein d'une rédaction d'exprimer une opinion divergente, de se faire respecter. Donc oui, j'observe, la même tendance à l'uniformisation des opinions qu'en politique, qui me paraît, pas saine, ne serait-ce que parce que c'est intéressant et bien d'avoir beaucoup de discussions à l'interne et parfois des gens qui nous dérangent en racontant des choses différentes. Alors, Nicolas Hutzet, vous dites dans votre livre La Suisse n'existe plus, donc titre très provocateur, qu'il y a un vrai problème de professionnalisation du système politique suisse. Est-ce que vous êtes partisan, Nicolas Hutzet, d'une révolution populaire et que un certain nombre d'individus éclairés avec des idées et de la motivation et de la détermination lancent une initiative populaire pour ancrer la professionnalisation, le système de milice dans la Constitution? Parce que dans le livre, vous faites référence à certaines solutions qui sont un petit peu des pansements qu'on met Mmh. sur un malade. Mais est-ce que la vraie source du problème, elle est là, c'est que on a basculé d'un système de milice à une professionnalisation. Est-ce que Nicolas Ouais. Yutsev, vous êtes chaud, entre guillemets, pour lancer une initiative pour ancrer la professionnalisation et le système de milice qui a fait ses preuves dans le système politique suisse, dans la Constitution? Alors, on pourrait le faire, mais la difficulté, c'est que si on le met simplement dans la Constitution, ça va pas changer la réalité du terrain. La réalité, c'est que à cause du fait qu'ils ont trop de séances, à cause du fait qu'il y a trop de sessions, à cause du fait qu'il y a trop de commissions, ils engagent beaucoup plus de temps et beaucoup trop de temps dans la politique. Donc, il faudrait changer ça d'abord et automatiquement, on n'aurait plus de parlement professionnel. Donc, si on changeait, pas forcément du coup par la Constitution, mais simplement il faudrait compter sur le Parlement pour qu'il s'inflige lui-même une charge de travail plus faible. Donc c'est pour ça que moi j'y crois pas tellement. Et on pourrait essayer à travers la Constitution, mais la Constitution en tant que, en- enfin toute seule ne changera pas la réalité de ce que vivent les parlementaires. Donc il faudrait dans l'initiative populaire préciser qu'il n'y a plus de commission permanente, préciser que les sessions ne doivent plus durer 3 semaines, etc., etc. Donc il faudrait, je ne sais pas si on arrive à écrire tout ça dans la Constitution, si ça ne Ouais. devient pas un geste, mais Est-ce que ça passerait aussi par une refonte des responsabilités au niveau de la Confédération des cantons et des communes pour qu'il soit clairement indiqué que le principe général et qu'il soit vraiment ancré le principe de subsidiarité, que tout ce qui peut être réglé au niveau local doit l'être et dans des cas exceptionnels, quand ce n'est pas possible que ce soit fait au niveau de la Confédération. Mmh. Parce que le Oui. problème est finalement, il reste quand même assez là. Vous le dites à plusieurs reprises dans votre livre, qu'il y a cet enchevêtrement et des doublons qui sont potentiellement volontaires pour noyer un petit peu le poisson et que les gens ne s'y retrouvent plus et que finalement, au final, on voit une aspiration des prises de décision à Berne. Mmh. Oui, alors dans l'idéal, il faudrait effectivement en fait, la meilleure façon de détricoter, on va dire, la professionnalisation de la politique, c'est de leur enlever des tâches. Et quand on enlève des tâches, ben, on enlève du temps engagé et on le rend au canton. Et toute la difficulté, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Parce qu'il faudrait que, théoriquement, ceux qui aiment beaucoup leurs tâches aujourd'hui les délèguent à d'autres acteurs et ça ne va pas se faire de manière naturelle, à mon avis. Donc c'est pour ça qu'il faut soit une pression extérieure avec des cantons qui font, eux, initiative et qu'on vote à la fin dessus et que la population redonne plus de responsabilités aux cantons et aux communes, ou alors carrément une initiative populaire. Mais à mon avis, une autre difficulté, c'est que la population est plutôt d'accord avec la centralisation actuelle et que les policiers répondent à cette
à cette aspiration de, je sais pas, de l'efficacité qui vient du terrain. Donc on a un problème beaucoup plus profond. On arrive doucement à la fin de cette interview. Vous mentionnez une solution qui serait potentiellement adéquate, c'est de créer un 27e canton, donc une sorte de canton virtuel, une sorte de canton incubateur d'idées et qui permettrait de mettre en place de nouvelles solutions et surtout d'être un élément de comparaison, parce qu'on le voit que dans tout système politique, la centralisation évite la comparaison et l'absence de concurrence économique, financière et d'idées, l'absence de concurrence d'idées, en fait, est le terreau de la bureaucratie. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, alors, c'est pour ça que l'idée d'un nouveau canton serait intéressante, parce qu'on pourrait partir de zéro. Parce que là, un des problèmes actuels, c'est que le canton de Neuchâtel et tous les autres ont tellement de bureaucratie, tellement de charges historiques que c'est difficile de tricoter tout ça, parce qu'il y a plein de gens qui sont dépendants et qui sont gagnants, on va dire, des différentes mesures de l'État, des différents privilèges octroyés par la loi. Et si on repart de zéro, en fait, on peut simplement partir quasiment d'une page blanche sur un territoire peu occupé du pays, et on pourrait montrer de manière très concrète qu'avec beaucoup moins de règles, beaucoup moins d'État, beaucoup moins de fiscalité, on arrive à une prospérité beaucoup plus intéressante. Et moi, ce qui m'intéresse dans cet exemple, c'est qu'il est non coercitif, que chacun peut rejoindre le canton s'il veut ou pas, et donc on peut voter avec ses pieds, et ça me paraît correspondre à quelque chose de très sain, de d'abord montrer que la liberté, ça fonctionne, que les gens nous rejoignent ou pas, s'ils ont l'impression que ce n'est pas une bonne solution, et qu'in fine, on regarde quel modèle fonctionne le mieux. Et comme ça, on pourra démontrer qu'avec beaucoup moins de lois, avec beaucoup moins de difficultés à construire, par exemple, on aura à la fin un modèle beaucoup plus enviable que ceux qu'on a dans les différents cantons. Alors, en guise de synthèse, sur cette interview, on a abordé beaucoup de choses. Nicolas Hutet, qu'est-ce que vous pensez là qui est le plus important à faire dans l'immédiat pour remédier aux problèmes posés? De mon côté, moi, j'ai parlé un petit peu de l'aspect économique, financier, où il faudrait qu'il y ait une abolition du cours légal, que la Suisse récupère un franc suisse qui soit complètement adossé à leur physique et pas partiellement. De votre côté, quelles seraient les actions fortes qui permettraient d'empêcher cette chute qu'on Mhm. voit progressive, cette étatisation rampante de la Suisse? Alors, la solution la plus efficace, à mon avis, serait de baisser du jour au lendemain un tiers des recettes de la Confédération. Si elle a un tiers des recettes en moins, elle a un tiers de choses qu'elle peut faire en moins, elle devra faire des choix difficiles et se poser la question qu'est-ce qu'elle peut rendre au canton, qu'est-ce qu'elle peut rendre aux communes. Et surtout, on sortira de cet état d'esprit ou de cette dynamique qui fait que l'État central fait de plus en plus de choses. Donc, je dirais que ça, c'est une première mesure qui responsabilisera tout le monde et qui est la plus à même de créer des dynamiques positives. Parce qu'attendre du système lui-même qui se réforme, ça me paraît illusoire. Donc ça, ce serait une première solution. Et la deuxième serait de permettre la création d'un canton libre, ou alors de donner le droit à chaque canton de quitter facilement la Suisse si elle n'est plus d'accord avec la manière de faire. Parce qu'aujourd'hui, il faut une double majorité, il faut que tous les cantons soient d'accord, c'est beaucoup trop difficile. Au Liechtenstein, chaque commune peut partir de manière unilatérale si elle n'est plus d'accord. En fait, c'est Et très simple, ça veut dire qu'on agit bien parce qu'on sait qu'elle peut partir. Donc on fait attention à ne pas les brusquer et à être responsable. donc, comme aux États-Unis, est-ce que vous pensez qu'une sécession d'un canton est possible, envisageable à un moment ou à un autre? Alors elle est très difficile en Suisse, donc pour l'instant plutôt pas, mais je pense que ce serait assez sain, ne serait-ce que parce que ça remettrait les choses en question. Ce serait sans doute aussi plutôt un canton prospère qui le fait. Donc si Zug quittait la Confédération, on aurait des problèmes parce que beaucoup de cantons sont dépendants de l'argent de Zug. Et moi, je trouvais que ce serait un exemple intéressant de dire qu'ils ont l'impression d'être meilleurs tout seuls qu'avec les autres cantons qui n'ont pas de stratégie vers la prospérité ou vers la liberté. Donc moi, je trouvais que ce serait un électrochoc, en tout cas, intéressant et passionnant à suivre. Vous dites que la Confédération devrait être coupée d'un tiers de ses recettes. Est-ce que vous êtes partisan de la suppression de l'impôt fédéral qui était imposé temporairement et qui finalement est resté dans le marbre? Est-ce qu'il faudrait supprimer cet impôt fédéral? Oui, alors, mais comme tous les impôts, ils ont d'abord été provisoires et ensuite définitifs. Et c'est un impôt progressif, donc je suis contre les impôts progressifs. Donc oui, je serais tout à fait d'avis que si déjà la Confédération doit avoir qu'un impôt qui est le même par citoyen et plus un impôt progressiste.
Alors, Nicolas Huttern arrive à la fin de cette interview. J'ai une dernière question à vous poser. On a une audience française et aussi suisse. Quel est le message que vous avez à faire passer à nos auditeurs aujourd'hui? Vous voyez la situation, il y a une potentielle grave crise qui est en train de se profiler avec des dimensions planétaires entre le Moyen-Orient, l'Ukraine, la situation catastrophique de la dette, la France qui est dans une situation extrêmement préoccupante. Quels sont vos... Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle et quelle est votre vision de l'avenir? Alors moi, je dirais qu'au maximum, il faut que chaque citoyen essaie de se rendre le moins dépendant possible de l'État, donc le moins dépendant aussi possible de la monnaie étatique, donc d'essayer d'être autonome au maximum pour pas dépendre de gens dont je me méfie. J'aime pas la concentration du pouvoir, qu'elle soit monétaire ou politique, donc j'essaie de me détacher euh, de l'influence qu'ils peuvent avoir sur ma vie. Donc si chacun fait déjà ça, on se rend tous moins dépendants de l'État et l'État aura moins de potentiel de nuisance sur nous-mêmes. Donc c'est le conseil que je peux donner à chacun et que j'espère qu'un maximum vont suivre. Alors, je parle juste brièvement un petit peu des cryptos aussi adossés à l'or et à l'argent métal à 100%. Est-ce que, Nicolas Hutet, vous êtes un petit peu dans les cryptos? Est-ce que vous vous intéressez au sujet? Oui, alors, enfin, j'achète des bitcoins chaque mois, tout simplement parce que je fais confiance à une technologie et pas à des êtres humains, du coup. Donc, oui, enfin, ça me rassure beaucoup plus de savoir que c'est un moyen technologique et pas un moyen où un gouverneur, un État peut ensuite manipuler ma monnaie. Alors, dernière question justement, parce que vous parlez du Bitcoin. Marc Burki, au mois d'avril, dans Swissquote Magazine, indiquait que le Bitcoin a perdu son statut d'or numérique, puisqu'il suit pas le cours de l'or, mais le cours des bourses et des actions. On voit depuis 3 jours qu'il y a un mini crack en train de s'installer, le Bitcoin a dévissé. Est-ce que ça vous inquiète pas que le Bitcoin suive la bourse maintenant? Alors, c'est effectivement, enfin, ça ne correspond pas à la vision traditionnelle qu'on en a de refuge de valeur. Donc, je pense que c'est plutôt passager et qu'on verra sur le long terme qu'une monnaie qui ne peut pas être manipulée par l'État aura une meilleure santé financière que la bourse et la monnaie traditionnelle. Mais bon, je ne suis pas devin, donc on verra. Parfait, merci beaucoup Nicolas Hutet, c'était un vrai plaisir de vous avoir en interview. Abonnez-vous à la chaîne maintenant, rejoignez le groupe Telegram, il y aura une annonce sur la vidéo et puis je conseille donc à tous nos auditeurs d'acheter cet ouvrage qui s'appelle La Suisse n'existe plus. C'est un titre extrêmement provocateur de Nicolas Hutet que je recommande, qui est très intéressant et qui ouvre une porte de une boîte de Pandore, on va dire, sur le sujet et qui permet d'aller plus en détail, notamment sur les solutions. Merci beaucoup, Nicolas Merci, Hutet. merci beaucoup pour l'invitation et puis encore une bonne fin de journée. Merci.